Bonjour à tous, bienvenue dans cette après-séance de Citizen4, qui est donc un film de Laura Poitras. Madame Poitras est une cinéaste américaine qui a 52 ans. Elle a donc pour le moment fait 3 documentaires qui ont chacun été salués. Le premier s'intitulait My Country, My Country et suivait un médecin irakien qui souhaitait se présenter comme député dans un Irak entre guillemets libéré par les Américains, et c'était loin d'être évident. Et donc le film soulignait la difficulté d'imposer la démocratie en Irak, même si d'ailleurs il y avait une volonté des Irakiens, et en particulier soulignait le fait, disons, les ambiguïtés du gouvernement et de l'armée américaine. Son deuxième documentaire s'est intitulé The Oath et parlait d'un Afghan qui a été arrêté par l'armée américaine pour des raisons qui tenaient à l'armée américaine mais qui n'ont jamais été très clairement explicitées et qui étaient liées au scandale de Guantanamo. Et donc son troisième documentaire est celui que nous venons de voir et traite donc du renseignement de manière générale et des questions centrales, à la fois liées aux lanceurs d'alerte. Et nous avons Madame Meyer, qui est une spécialiste de Transparency International, qui nous en parlera un peu, et Madame Curis, qui nous parlera sans doute un petit peu plus donc, de nos libertés individuelles et des questions de surveillance de l'État. Merci à toutes les deux d'être venues. Donc, Madame Curis travaille pour Amnesty International. Je remarquais juste qu'un quatrième documentaire va sortir la semaine prochaine, être présenté à Cannes d'abord et puis ensuite donc, dans nos salles. Et donc, pour le moment, le titre, je ne crois pas qu'il changera, c'est Risk. Et la personne que suit Laura Poitras, c'est donc un personnage que vous avez vu dans le film brièvement, c'est Julian Assange. Donc, vous allez avoir maintenant, c'était au départ une trilogie, ça sera donc une tétralogie, la tétralogie Poitras. Alors, avant de vous donner la parole, parce qu'on va essayer de rendre cette table ronde interactive, j'aimerais de prime abord savoir ce que vous en avez pensé et finalement si pour vous le film reflète de manière équilibrée ce qui a pu se passer et les risques auxquels nos sociétés démocratiques sont confrontées aujourd'hui. Qu'en pensez-vous, Madame Curis? Oui, ça marche. Qu'est-ce qu'on en pense de ce documentaire? On en pense beaucoup de bien. Et est-ce qu'il reflète bien la réalité? De fait, c'est un documentaire. C'est vraiment Laura Poitras et Glenn Greenwald ont eu la chance le privilège d'être aux côtés d'Edward Snowden dans un moment vraiment particulier. Donc, c'est vraiment des images assez incroyables et qui ne peuvent que refléter ce qui s'est vraiment passé. Pourquoi est-ce qu'Amnesty a choisi de soutenir ce documentaire? De fait, on était vraiment très très heureux de y être associés. D'une part par le courage de ce jeune homme que l'on voit et le parcours que l'on connaît depuis de ce jeune homme qui était inconnu au début du documentaire, timide et à la fois très très intelligent et qui a saisi l'ampleur de ce qu'il s'apprêtait à faire. Et on reviendra sur la personnalité de Snowden et ses intentions et les risques qu'il a encourus. Mais c'est aussi par les révélations qu'il a faites et la contribution incroyable de ces révélations à un débat qui est aujourd'hui fondamental, qui est le débat sur la surveillance, qui est sur le débat sur quel pouvoir laissons-nous à qui de s'immiscer dans nos vies privées, pourquoi est-ce que la vie privée est importante et quels sont les garde-fous que nous devons ou pas poser. Et c'est ce que je trouve particulièrement intéressant dans la démarche d'Edward Snowden, c'est que lui-même dit « je n'ai pas les réponses à ces questions-là, je pense que ça doit être un débat de société et donc je veux que les citoyens disposent des informations nécessaires pour pouvoir débattre et décider en connaissance de cause et ne pas laisser des services de renseignement, des États décider seuls. »
Tout à fait, merci beaucoup. Donc vous avez effectivement à l'intérieur de ce documentaire un certain nombre de questions qui sont des questions, des débats toujours ouverts et des débats qui la plupart du temps mettent d'un côté des questions de liberté individuelle et de l'autre côté des questions de sécurité. Et la sécurité de tout un chacun et la capacité d'action que peuvent avoir les gouvernements et les services de protection donc liés à ces gouvernements pour justement protéger au mieux leur population et les intérêts des gouvernements. Et c'est là où vous avez effectivement un certain nombre de questionnements. Pour moi, un des moments intéressants dans le documentaire que nous avons vu, c'est le moment où il y a ce témoignage devant la Commission européenne donc du fondateur d'un email en ligne dans lequel le fournisseur de services n'a pas accès au message que vous envoyez et qui disait finalement c'est normal que le gouvernement puisse avoir accès à votre vie privée si vous avez fait quelque chose de mal, mais il faut que ce soit difficile parce que c'est justement là le cœur du sujet. Votre vie privée doit être difficilement atteignable parce que c'est lié à votre identité et à ce que vous êtes vous. Et régulièrement, on peut voir depuis maintenant une vingtaine d'années des abus de toutes sortes, d'où l'importance des lanceurs d'alerte. Pour beaucoup de gens, la question des lanceurs d'alerte a émergé avec Bradley Manning et puis ensuite donc, Edward Snowden et Julian Assange. Et ceci dit, les lanceurs d'alerte sont un phénomène bien plus ancien que cela. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, s'il vous plaît, Madame Meyer? Merci. Merci. Merci de cette invitation. Alors, je ne vais pas remonter, mais je pourrais remonter. On est effectivement au cœur du questionnement démocratique et on pourrait remonter à la démocratie achéenne et grecque en se souvenant que pour Polybe, vous aviez trois piliers. La participation de tous les citoyens au pouvoir, l'égalité face aux droits et aux devoirs et la liberté de dire la vérité, qui est le troisième pilier fondamental de la démocratie. Et donc là, on est dans le problème de la liberté de dire la vérité. Alors je vous épargnerai Cicéron, sa définition de l'injustice. Vous pouvez aussi trouver des racines, effectivement, dans la République romaine. Vous pouvez passer par le Moyen-Âge, mais si on revient au premier texte écrit et au premier droit accordé aux citoyens, ce sont les révolutions américaines et françaises qui écrivent pour la première fois. Alors les Américains réagissent à un cas de torture dans la marine en 1778 et le Congrès va voter un article qui dit « Tout citoyen a le droit de saisir toute autorité sur des crimes ou des délits commis par un agent public. » Et nous allons écrire dans la Déclaration des droits de l'homme l'article 15, c'est-à-dire « La société a le droit de demander compte de son administration à tout agent public. » Voilà. Mais beaucoup plus près de nous, en droit contemporain, vous avez 50 années de débats parlementaires. Il faut partir effectivement du mouvement qui émerge des droits civiques aux États-Unis, avec effectivement, ce sont des avocats spécialistes des droits de l'homme qui sont nés dans le mouvement des droits civiques américains, qui vont créer la première fondation en défense des lanceurs d'alerte après le Watergate et les papiers du Pentagone. Donc vous avez l'affaire Ellsberg, mais Ellsberg, avec les papiers du Pentagone, donc la guerre du Vietnam, Ellsberg va dire « J'ai trouvé le courage dans le mouvement des droits civiques américains aux côtés des avocats spécialistes des droits de l'homme. » Donc vous avez Daniel Ellsberg, puis vous avez Gorge profonde avec le Watergate, et aux États-Unis, ça va naître ce mouvement, effectivement. Le terme naît avec Nader, qui lui-même est un avocat spécialiste des droits de l'homme et qui se bat pour le citoyen contre les lobbies, et tout ceci, ce sont dans les mêmes années, puisque Nader publie son premier livre avec un tas de salariés qui ont été licenciés, internés en hôpital psychiatrique, harcelés ou agressés pour avoir au sein de leur organisation soulevé un problème d'intérêt général, mais qui allait contre l'intérêt privé de l'organisation. Et donc le terme whistleblower apparaît en 1972 dans le premier livre, oui, c'est toujours les mêmes années,
Et il explique que c'est toute personne qui met l'intérêt général au-dessus de l'intérêt privé de son organisation quand elle commet des actions illégales, illicites ou dangereuses pour autrui. Ce qui est en fait le fond de la définition du lanceur d'alerte. Au-delà, pardon, je suis très fatiguée parce que j'ai travaillé cette nuit. Voilà. Donc au-delà, si vous voulez, des cas limites qui apparaissent dans la presse et qui explosent ces dernières années, vous avez effectivement un mouvement qui naît il y a une 50aine d'années avec des débats parlementaires et des législations qui se répandent depuis 50 ans dans le monde. Et nous avons aujourd'hui 60 pays qui se sont dotés d'une législation de l'alerte, 12 ont fait une loi globale et 50 des lois sectorielles. Pour vous donner, voilà. Et les définitions ont, au cours des crises financières, sanitaires, environnementales, évolué effectivement de risque comptable et financier à risque pour autrui, à signalement dans l'intérêt général. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement de savoir qu'au-delà de gens tout à fait exceptionnels, effectivement comme Snowden qu'on voit émerger, vous avez quand même tous les jours ces situations de dilemme qui peuvent être vécues avec des problèmes de niveau de loyauté. Vous avez la loyauté envers la famille, la loyauté envers l'organisation, la loyauté envers votre pays et la loyauté envers l'humanité. Comment arbitrez-vous, chacun d'entre vous, lorsque quelque chose d'extrêmement grave pour l'intérêt général se produit? Et il y a des centaines de gens qui sont concernés. Effectivement, Transparency a commencé à travailler depuis 2009 en publiant notamment un rapport sur 25 pays européens qui n'étaient pas dotés de législation ou qui étaient dotés de législation partielle. Et nous avons abouti au fait que 75 à 99% des gens se taisent, soit parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi, soit parce qu'ils pensent que ça ne servira à rien, qu'ils se mettront en danger de tout perdre, leur carrière, leur vie sociale, parfois leur famille, pour rien. Voilà. Et à partir de cela, il faut voir que si les législations ont émergé depuis une 50aine d'années, que les débats sont venus en Europe à partir des années 2000 et surtout d'une très grande loi anglaise, les Britanniques ont fait une loi globale, la première loi globale extrêmement remarquable en 98, c'est quand même un certain temps, qui protège les salariés du secteur public, privé, y compris les policiers, pour un très grand nombre de signalements, avec une possibilité de demeurer dans son emploi jusqu'au procès, donc ne pas perdre soit de son emploi, soit de son salaire, et une réparation intégrale, y compris, j'allais dire, des dommages financiers et moraux, y compris le calcul des années de retraite. Voilà, ça c'est le système qui s'est un peu développé en Europe, et le Conseil de l'Europe, alors tout ça est un peu technique, mais le Conseil de l'Europe qui a commencé à travailler sur ce sujet est extraordinairement progressiste, et il a fait en fait en 2014 une recommandation pour les lanceurs d'alerte qui est aujourd'hui la plus progressiste au monde, doublée le 23 juin 2015, c'est donc très récent, suite à l'affaire Snowden, d'un rapport remarquable sur les problèmes de surveillance de masse, avec une autre résolution qui demande une convention multilatérale pour le soutien aux lanceurs d'alerte, pour la protection des lanceurs d'alerte de tous les pays européens, qui demande que la protection soit étendue, et ça c'est tout à fait nouveau, à la fois aux armées et aux services de renseignement, et qui demande aux États-Unis de réintégrer Snowden sans sanction pénale. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a voté cette résolution extraordinairement progressiste, presque personne n'en a parlé. Voilà. Donc sinon, si j'ai travaillé notamment cette nuit, c'est parce que la France a adopté depuis 2007. La France est le pays le plus tardif, même en Europe, et il a adopté pour le moment 7 lois sectorielles. Tous les pays fonctionnent au fil des scandales ou des tragédies. Aucun pays n'est vertueux par essence. Il faut qu'il y ait 400 à 2000 morts pour que le sujet apparaisse et qu'on se saisisse et qu'on veuille faire une loi. Donc la France, très en retard, a légiféré de 2007 à 2016 avec 7 lois sectorielles, essentiellement suite au scandale du Mediator et au scandale Cahuzac. Et on peut faire, je vous signalerai qu'Irène Frachon, si elle n'a pas été elle-même poursuivie, puisque c'est quand même notre plus célèbre lanceur d'alerte français, tous les journalistes qui ont traité du dossier du Mediator ont tous été poursuivis pour diffamation ou dénonciation calomnieuse. Tous. Les rédacteurs, les journalistes, les journaux, etc. Donc
on voit que les journalistes sont partout, si vous voulez, menacés. Donc nous avons 7 lois sectorielles pour le moment en France, et pour la première fois, notamment parce que Transparency est une coalition de 16 ONG et syndicats se sont alliés. Nous avons écrit l'an dernier 3 ONG et 3 universitaires, la première loi globale pour la France, qui a été déposée le 29 mars. Et le 30 mars, Michel Sapin déposait la loi sur la transparence de la vie économique qui doit être votée en plénière la semaine prochaine. Et nous avons la possibilité d'introduire la loi globale écrite par les ONG avec le député Yann Galu. Nous avons la possibilité de l'introduire sous la forme d'un chapitre entier dans la loi de Michel Sapin. Et donc nous nous battons aujourd'hui, nous avons mis une pétition en ligne, nous nous battons, ces 17 ONG et syndicats, pour que la France ait une protection effective des lanceurs d'alerte. Sur les meilleurs standards internationaux, nous avons écrit cette loi à partir effectivement des recommandations du Conseil de l'Europe, de nos principes directeurs de TI, et notamment de la loi britannique qui a été améliorée par les Irlandais. Voilà, j'ai été un peu longue, mais j'ai essayé de vous dresser un panorama. Et c'est le dernier jour où on peut déposer des amendements, parce que la loi passe en commission des lois le 25 et en plénière le 7 juin. Donc vous êtes au cœur de l'actualité la plus brûlante française pour que nous ayons enfin un statut pour les lanceurs d'alerte au niveau français. Au niveau européen, il y a un projet de directive auquel nous travaillons aussi. Au niveau international, l'ONU et le BIT avaient écrit en 1982 une convention contre le licenciement qui interdisait de licencier un salarié parce qu'il a signalé des infractions pénales commises par son employeur. Et nous travaillons aussi depuis 2009 au fait qu'il y ait un statut international, et là Snowden transnational serait protégé dans son signalement, qui reprenne cette convention contre le licenciement et qui l'étende ONU et Bureau international du travail. Voilà. Merci beaucoup. Pour ceux que ça intéresse, il y avait hier dans les Échos un article sur la proposition de loi et ce que ça signifierait pour les lanceurs d'alerte français. Dans cet article, il était notamment noté que l'une des difficultés qu'on avait en France, c'est que la plupart du temps, on percevait ces lanceurs d'alerte, pour différentes raisons, comme des membres déloyaux, peu solidaires, à la fois de l'entreprise ou de la nation, et régulièrement qu'il y avait aussi finalement de mauvais souvenirs par rapport à la collaboration pendant la Deuxième Guerre mondiale, et en conséquence, vous aviez une forme de résistance à l'intérieur du pays et en même temps chez nos législateurs. Parallèlement, il y a également, semble-t-il, une forme d'incompréhension, puisque on a la chance d'avoir des tas d'étudiants, donc la nouvelle génération, mais à ma génération et puis les générations d'avant, nous semblons avoir un peu de mal avec la technologie, et nos législateurs ne sont pas toujours parmi les plus jeunes. Et donc en conséquence, il y a des difficultés quant à savoir comment comprendre le nouveau monde technique dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et c'est là où se pose une question fondamentale, qui est la question de la vie privée, la redéfinition de celle-ci et finalement la protection de celle-ci. Et je crois qu'Amnesty International et vous-même avez un certain nombre de réflexions là-dessus. Quel est l'avis à la fois de votre organisation et de vous-même, en prenant en considération que justement les nouvelles technologies ont tendance à effacer cette vie privée, ou en tout cas à la rendre de moins en moins privée et de plus en plus publique. Oui, je crois qu'il faut justement se garder de rentrer dans le débat sur la vie privée par les questions technologiques, techniques. La question de la vie privée, c'est une question ancienne. La privacité des correspondances, elle est protégée depuis longtemps. Un facteur n'avait pas le droit d'ouvrir l'enveloppe que vous recevez dans votre boîte aux lettres. C'est la même chose dans tous les types de correspondance. Et la notion de privacité, c'est un mauvais anglicisme, mais de vie privée et même d'intimité, elle est la même et elle doit rester la même. Après, elle se décline. Alors c'est là où ça devient un petit peu compliqué, un petit peu technique, et où effectivement, on sent que certains de nos législateurs sont parfois un petit peu dépassés. Mais le problème se pose souvent bien en amont, avec une remise en question du principe même de la légitimité d'une intrusion dans la vie privée
ou pas. Ce que nous demandons à Amnesty, ça n'est pas le fait de renoncer à toute surveillance. Effectivement, une surveillance de communication peut être nécessaire dans certaines situations, parce que l'on soupçonne telle ou telle personne, groupe de personnes, de se livrer à des actes délictueux, à des crimes, ou d'être en train de les préparer. Mais si l'on part du principe qu'une intrusion dans la vie privée, c'est quelque chose de grave, on doit évaluer avec beaucoup de précaution la nécessité d'y procéder. Et qui est-ce qui peut évaluer cette nécessité-là? C'est le travail, en général, d'une personne indépendante comme un juge judiciaire. Et c'est pour ça que nous demandons à ce que toute mesure de surveillance soit ciblée, qu'elle vise une cible définie, que ce soit une personne ou un groupe de personnes, qu'on ne surveille pas par défaut une population entière ou des communications entières, et qu'elle soit évaluée en amont, et ça peut se faire très rapidement, des magistrats vous le diront, de la nécessité de surveiller les communications de telle ou telle personne pendant un laps de temps défini et dans un objectif défini. Pour savoir il faut savoir un petit peu ce que l'on cherche, et savoir si le délit, le crime que l'on soupçonne, que l'on a des raisons sérieuses de soupçonner, c'est pas un soupçon par défaut de toute une population, est-ce qu'il justifie de procéder à une mesure aussi intrusive. Donc une surveillance des communications téléphoniques d'une personne pendant un mois, ou je ne sais quoi, je dis des choses absurdes, mais pour un vol de chewing-gum à l'étalage, un juge évaluera sans doute que ça n'est pas proportionnel. Et qu'il faut mettre l'intrusion, la restriction des droits de cette personne, de son droit à l'intimité, au regard de la gravité et du risque engendré. Voilà aujourd'hui où nous en sommes. Malheureusement, nous sommes dans une logique, ce que nous entendons trop souvent, c'est une logique de surveillance de masse. C'est ce que Edward Snowden a dénoncé, et il n'a fait finalement que confirmer, que documenter ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps, c'est-à-dire une surveillance par défaut de communication. C'est quelque chose de très grave, au-delà de l'intrusion que ça représente, c'est une logique que l'on voit au-delà des questions de surveillance, mais d'abandon, si j'ai envie de dire, on va de plus en plus vers un renoncement à la présomption d'innocence. Donc on soupçonne par défaut, on surveille par défaut, et après, éventuellement, dans un second temps, on évalue la nécessité, la culpabilité des personnes. On l'a vu aussi en France, pas plus tard que l'an dernier, avec l'adoption de la loi sur le renseignement, qui a donné des pouvoirs, qui a élargi ou légalisé les pouvoirs des services de renseignement extrêmement intrusifs. Nous demandions des mécanismes de contrôle sur les agissements des services de renseignement. C'est-à-dire que oui, surveiller des personnes dans certains cas, oui, mais avec un contrôle. Ne laissons pas libre cours aux services de renseignement d'être à la fois ceux qui décident de la mesure et ceux qui la mettent en œuvre. Nous n'avons pas eu de gain de cause, il faut bien le dire, malgré une mobilisation quand même assez intéressante de différentes organisations et groupes de la société civile, que ce soit des journalistes, des magistrats, des avocats, des défenseurs des libertés, des associations diverses qui ont alerté sur la gravité de ces mesures, qui légalisent des outils de surveillance non ciblés. C'est ce qui nous inquiète beaucoup. Et avec un mécanisme de contrôle, avec la création d'une commission de contrôle, qui, à notre avis, est assez insuffisante, qui me fait beaucoup penser au Yes Committee que l'on mentionne dans le documentaire. C'est-à-dire que c'est une commission qui a le mandat de éventuellement donner son avis sur des mesures, sur des requêtes de surveillance des personnes, mais son avis n'est pas contraignant. Et les premiers retours que l'on a sur la mise en œuvre de cette commission, et qu'elle est complètement, elle n'a pas de toute façon,
les moyens d'évaluer correctement la nécessité de chacune de ces mesures, d'autant plus qu'elle a été mise en œuvre après les attentats de novembre, où le nombre de demandes de surveillance a complètement explosé. Et voilà. Donc, encore une fois, oui, de la surveillance, oui, de la sécurité, mais arrêtons de mettre la sécurité en lien direct avec un renoncement à des libertés, à des droits qui sont fondamentaux. Très bien, merci beaucoup. Cela étant dit, l'aspect technique me paraît malgré tout important et je serais curieux de savoir ce que vous en pensez, puisque finalement, aujourd'hui, justement, par rapport à la question de la vie privée, avant les nouvelles technologies, la vie privée l'était par défaut. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus par choix. C'est-à-dire que si vous réfléchissez donc aux GAFA, donc à Google, Amazon, Facebook et à Apple, vous vous retrouvez avec finalement aujourd'hui 4 ou 5 sociétés qui vont avoir plus de 80%, un accès à plus de 80% des internautes et à leur vie privée. On sait aujourd'hui par exemple que Google ou Alphabet a plus de renseignements sur les Allemands de l'Est que la Stasi en avait sur les Allemands de l'Est. Et pas parce que finalement Google recherche forcément de manière volontaire ces renseignements, mais parce que ces renseignements sont donnés automatiquement par la permission que nous donnons tous, par exemple en acceptant les termes de Facebook, si par exemple on est sur Facebook, ou de Google, si on utilise les services de Google. Oui, alors il y a clairement un vrai enjeu. Moi, on me pose aussi souvent la question de dire, mais est-ce que la vie privée a encore un sens avec tout ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, les gens qui postent des photos, qui postent tout et n'importe quoi. J'ai envie de dire, la question est surtout d'être en mesure, que chacun de nous soit en mesure de prendre la décision de ce qui est intime ou de ce qui ne l'est pas, de ce qui fait partie de la vie privée et de ce qui n'en fait pas partie. Et on a probablement dans cette salle tous des évaluations différentes de ce qui nous paraît intime ou pas, et il est important que chacun de nous puisse avoir le contrôle sur ce cercle, cette bulle d'intimité. Et effectivement, il est donc très important de pouvoir que ce soit une décision et qu'il y ait donc une certaine transparence de la part des opérateurs également sur les données qu'ils collectent. Alors quand on coche une croix, c'est déjà une étape, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'automatique, on donne son accord, et là je vous encourage, même si c'est fastidieux, à ne pas cocher n'importe quelle croix et ne pas télécharger nécessairement toutes les applis sur votre smartphone, parce qu'effectivement c'est un véritable aussi enjeu commercial, toutes ces données personnelles qui sont collectées. Il y a des raisons économiques pour les collecter, donc il y a un intérêt de gros opérateurs à collecter le maximum de données, et nous les engageons à être le plus transparent possible, à être transparent de façon explicite sur les données qu'ils collectent de la part de chacun d'entre nous, de chaque citoyen. Très bien. Il y a quelque chose qui me semble assez intéressant dans ce que dit Snowden, parce que d'une certaine façon, lorsque Internet s'est créé, alors moi je suis de la vieille génération, donc je suis nulle sur les nouvelles technologies, je le dis tout de suite, mais lorsqu'Internet s'est créé, j'ai le sentiment que ça a représenté pour toute une génération la nouvelle frontière, un peu comme la nouvelle frontière de l'Ouest, la nouvelle frontière d'un monde libre, où tout s'échangeait. C'est ce qu'il dit à un certain moment, et ça c'est très clair. Or, cette nouvelle frontière, cet espace de liberté a effectivement été mis sous la coupe des routeurs, avec effectivement le fait qu'ils sont possédés par un certain nombre de groupes et que ces groupes ont conclu des accords, comme on le sait, avec notamment des gouvernements et notamment pour tous les systèmes de surveillance. Donc il y a une espèce de basculement d'un monde libre à un monde qui devient un monde de surveillance. Et pour ce qui concerne mon domaine, si vous voulez, mon tout petit domaine de compétences, qui sont les lanceurs d'alerte, ce qui m'inquiéterait dans le monde que nous sommes en train de construire, qui est un monde de dérégulation généralisée, c'est que les lanceurs d'alerte émergent non pas parce qu'ils sont nouveaux, parce que des gens qui parlaient au nom de l'intérêt général, il y en a toujours eu, mais qu'ils émergent sur la scène médiatique parce qu'ils seraient en fait les héros solitaires, contrepoint et contrepoids d'un monde en totale dérégulation. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'inquiète
énormément. Et pour revenir sur la première question, qui était les lanceurs d'alerte ne sont pas un phénomène nouveau, parce que je vous ai parlé de ce mouvement qui vient des droits civiques, j'aimerais quand même rappeler qu'en France, c'est un mouvement qui s'est construit, c'est une réalité, les lanceurs d'alerte, qui s'est construit par les lanceurs d'alerte scientifiques. Chez nous, ça a quand même une vingtaine d'années, et c'est né notamment des scandales de l'amiante, du sang contaminé, des éthers de glycol, du sel ou du mercure dentaire. Vous avez Mellet, qui est mort. Vous avez André Cicolella, qui est un des premiers lanceurs d'alerte français les plus connus, et que vous ne connaissez peut-être pas, qui a été licencié en 1993 pour avoir dénoncé la nocivité des éthers de glycol et qui a gagné en 2000. Vous savez peut-être, sans doute, que j'ai moi-même perdu mon poste dans la fonction publique pour avoir 2 fois rendu des dossiers confidentiels de corruption avec pièces comptables en attache et que je me suis retrouvée, après 26 ans de service, en ayant tout perdu. Donc, je veux dire, il y a un certain nombre de gens et il y a un mouvement, d'abord représenté par les lanceurs d'alerte scientifiques, qui ont notamment créé la Fondation Sciences Citoyennes, puis effectivement des problèmes de corruption financière ou autres. Et j'ai moi-même créé le département, après ce qui m'était arrivé à mon corps défendant, j'ai créé le département Alerte éthique à Transparency International. Il y a un mouvement au niveau européen et il y a un mouvement au niveau mondial. Mais il est aussi important de voir, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure en dehors de son... Moi, je défends une trentaine de lanceurs d'alerte français dans des domaines très différents. Et ce sont des gens qui, par exemple, ont été licenciés parce qu'ils ont refusé de payer des emplois fictifs. Nous avons soutenu un trader qui avait remarqué que les comptes de résultats étaient détournés pour que 2 de ses directeurs puissent avoir des bonus plus importants. Nous avons soutenu un vétérinaire qui a en fait signalé la nocivité des héparines françaises qui étaient alimentées par des matières premières chinoises non contrôlées, donc le problème de la vache folle. Je veux dire, nous avons soutenu un cadre d'une société de transport qui a simplement signalé à la direction de l'éthique cette infraction pénale auquel on a offert un chèque, il a enregistré. La direction de l'éthique lui a offert un chèque pour laisser tomber. Il y avait de la fraude sociale, il y avait des systèmes de double facture, il y avait des emplois d'étrangers en dehors de la loi, il y avait des risques santé-sécurité, donc il a perdu son emploi. Donc je veux dire, on parle aussi de ces centaines de gens qui tous les jours affrontent cette réalité-là dans ce pays pionnier pour les droits de l'homme. Oui, je voudrais ajouter que quand on laisse des garde-fous, quand on abolit tous les garde-fous, quand on laisse des pouvoirs sans limite à des services étatiques ou autres qui ont des pouvoirs très intrusifs, on court à la perte. Et on le sait, ça n'est pas une question de technologie ou pas, mais on le sait quand on travaille sur la question notamment de la lutte contre le terrorisme depuis longtemps. On voit que des technologies se développent de matériel de surveillance, notamment en France, qui sont vendus dans des États qui ont peut-être moins de... assez peu de garde-fous, on va dire, et qui accordent assez peu d'importance aux libertés individuelles, et qui en fait les frais, ce sont alors les lanceurs d'alerte, mais ce sont ce qu'on appelle les militants des droits humains, les journalistes, les avocats quand il y en a, tous ceux qui ont des choses à cacher, oui, ils ont des choses à cacher parce qu'il y a dans certains contextes, travailler pour les libertés, défendre les libertés contre un État autoritaire, c'est dangereux et on a besoin d'avoir des communications privées. L'argument que je viens d'utiliser a ses limites parce qu'on a tous quelque chose à cacher et ça je le revendique fortement. On a tous une bulle intime et que comme dit Snowden, il ne le dit pas dans le film mais il l'a dit après, renoncer dire que la vie privée n'a pas d'importance parce qu'on n'a rien à cacher, c'est comme dire que la liberté d'expression n'a pas d'importance parce qu'on n'a rien à dire. Et donc ne pas attendre d'avoir quelque chose à dire pour défendre la liberté d'expression de soi et des autres, et la même chose pour la vie privée. Tout ce que je voulais dire, et je mélange un petit peu les questions, mais c'est que la question de la protection des communications est vraiment un nouvel enjeu, et j'entends par là la question du chiffrement des communications.
puisqu'on sait que les techniques de surveillance se développent à vitesse grand V. Les techniques de chiffrement aussi, certains États s'en rendent compte et cherchent à délégitimer, à faire peser le soupçon sur toute personne qui recourt à des techniques de chiffrement. Or, c'est un vrai enjeu de protection de la vie privée. C'est un enjeu très actuel, là aussi, en France, puisque le Parlement est en train d'adopter une loi qui traite de beaucoup de sujets, qui est une loi contre le crime organisé et qui a un nom assez interminable, mais dont un des articles vise justement à condamner à des peines à criminaliser le refus de communiquer des clés de chiffrement de la part des opérateurs. Je ne sais pas si vous avez entendu tout le débat qu'il y a eu récemment entre le FBI, Apple et le FBI, qui voulaient accéder à... Alors, dans le public, ce qu'on a entendu, c'est qu'ils voulaient accéder aux données d'un téléphone portable d'une personne qui avait commis un massacre. Le débat tournait autour du fait que donner les clés de déchiffrement de ce téléphone équivalait à affaiblir tout le système de protection de ces téléphones-là. Il ne s'agissait pas d'une demande ciblée, comme on voulait nous le faire croire, mais bien d'introduire de fait plus ou moins une porte dérobée dans des systèmes de chiffrement. C'est un vrai enjeu, c'est un enjeu qui arrive également en France et sur lequel je vous invite à être particulièrement vigilants, parce que renoncer au chiffrement, à la possibilité de chiffrer ses communications, c'est renoncer finalement à sa vie privée. Et voilà, encore une fois, on en a tous besoin. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions dans la salle? J'en vois rapidement. Deux. Bonjour madame. Oui, bonjour. Donc moi je vois ce film pour la deuxième fois. J'ai vu la première fois quand il est sorti il y a quelques mois. Et entre-temps, il s'est passé des choses au niveau international. C'est-à-dire qu'on essaye de destituer les gouvernements de pays qui n'étaient pas très US-friendly, comme le Brésil, le Venezuela, peut-être l'Équateur, donc des pays qui aident l'Équateur, qui pour le moment, je crois, donne toujours asile dans son ambassade à Londres à Julian Assange. Et je trouve ça déplorable que la France ne soit pas un pays d'asile, puisqu'on sait que la France a détourné un avion d'Evo Morales où, sous prétexte qu'il transportait peut-être Julian Assange, je crois. Voilà. Une petite question subsidiaire, quel est le site de pétition sur la protection des lanceurs d'alerte? Voilà, merci. Oui, alors, deux choses peut-être. Si vous regardez notamment le dossier Lefébure sur Snowden, que vous connaissez peut-être, vous voyez que la France fait partie des 5 qui ont passé des accords sur ces systèmes de surveillance avec les États-Unis. Donc on peut comprendre que ce n'est pas nécessairement avouable aux médias, même si c'est écrit partout. Mais on peut comprendre que donc il n'y a pas eu le droit d'asile d'accordé. Je veux dire, voilà. C'est une réponse qui n'est pas cynique, mais qui semble pragmatique. Alors le site, oui, j'en profite pour vous signaler, parce que des livres un petit peu généraux, celui de Florence Hartmann, que vous connaissez peut-être sur les lanceurs d'alerte, celui de Lefébure sur Snowden. Et sinon, vous trouvez sur notre site pas mal, une base juridique et le reste, notamment notre pétition. Mais sinon, vous allez sur Google et vous faites... C'est une pétition qui a été lancée à l'initiative de Powerful, qui est un mouvement citoyen, qui fait des pétitions en ligne, et Transparency International France. Donc si vous faites sur Google Powerful et lanceur d'alerte, Powerful et lanceur d'alerte, vous trouvez la pétition en ligne. Sinon, vous la trouvez sur le site évidemment de Transparency International France, qui est transparency-france-org.org.
Oui. Je crois que Robin a une question. Bonjour, merci beaucoup pour votre présence tout d'abord. Robin Legros, élève en 3e année de l'ILERI. Alors je vais essayer non pas de me faire l'avocat du diable, mais d'exprimer un certain scepticisme, notamment sur reportage. D'abord parce qu'il me semble, au-delà du fait qu'il soit particulièrement orienté, il est très peu objectif, c'est-à-dire que, ne serait-ce que dans la technique visuelle, on va représenter un Snowden assez humain, et qui finalement, c'est un aspect qui n'est pas nécessaire dans ce genre d'argument, donc finalement, il n'y a pas de contrebalancement dans ce reportage, je trouve, malgré le fait qu'il soit très bien fait. Et en fait, ce qui me dérange véritablement, c'est que je pense que je peux témoigner pour tous les étudiants qui sont dans cette salle, prendre une décision en groupe, c'est compliqué, et c'est aussi le rôle des gouvernements que de prendre la décision, dans l'intérêt du peuple évidemment, de prendre la décision par une minorité pour une majorité. Et finalement, est-ce que, vous avez parlé de technologie, quand de notre plein gré, alors certes sans lire les conditions d'application, je suis bien d'accord, mais de notre plein gré, on s'inscrit sur énormément de choses, est-ce que c'est pas une preuve aussi d'une certaine hypocrisie d'aller contre ce genre de procédé qui, à l'origine, pour les États-Unis en tout cas, post-2001, se voulait dans une volonté de sécurité du peuple, bien qu'elle fût détournée et mal utilisée après. Est-ce que c'est pas une volonté de se protéger de nos propres mauvaises décisions et finalement d'encenser des personnes comme Snowden qui vont en surface avoir un effet mais qui finalement ne changeront rien au système puisque le système marchera comme ça puisque finalement on n'a pas le choix. Merci pour votre question. Je pense que... Alors il y a plusieurs questions, j'espère ne pas en avoir oublié en route. Sur l'objectivité du documentaire, je crois que le documentaire, alors j'ai pas d'action dans le dedans, mais il a choisi de suivre un moment donné de cette aventure, j'ai envie de dire, des révélations d'Edward Snowden. Donc oui, c'est le choix de montrer Edward Snowden, qui est un être humain. Donc ça, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris le questionnement autour du fait de le montrer comme une personne humaine qui se trouve, oui, beaucoup d'entre nous, et moi y compris qui regardent le documentaire, le trouvent finalement fort sympathique. Quelqu'un d'assez... qui, je trouve, et là je parle pour moi, a bien réfléchi, et ça s'est confirmé par la suite dans ses interventions qui ont suivi, a pris conscience très vite en amont, était tout à fait conscient de l'importance des révélations qu'il s'apprêtait à faire, a choisi de les faire d'une certaine façon, assez réfléchie, posée et d'une certaine façon stratégique pour arriver à des fins qu'il explicite à mon avis assez bien, qui sont de créer du débat et donner à disposition des informations, mettre à disposition des informations nécessaires à ce débat-là. Voilà pour ce qui concerne Snowden, mais évidemment on n'est pas obligé d'être du même avis. Question suivante, c'était quoi ? Les questions Est-ce qu'on peut changer ? Est-ce que ça change ? Puisque est-ce que ça change vraiment vu qu'on le fait déjà nous-mêmes et derrière des questions de protection. Plusieurs choses. D'une part, Edward Snowden fait partie effectivement d'une branche spécifique. Lorsqu'on parle de signalement d'intérêt général, nous on dit, mais on n'est pas les seuls, qu'il y a des secrets qui doivent être des secrets partagés et on met la défense de l'intérieur et les affaires diplomatiques dans des systèmes qui doivent être contrôlables par le Parlement, mais peut-être avec une tierce partie qui peut effectivement juger ou non de la nécessité de révélation. C'est extrêmement difficile de faire des législations de l'alerte avec tous les secrets pénalement protégés. L'articulation entre les deux est extraordinairement difficile. Moi, la question que je me suis posée lorsque c'est arrivé avec Edward Snowden, qui est le fils d'une juge et d'un garde-côte, donc qui a signé le secret défense, etc. Donc, on est dans cette portion secret défense, très spécifique, avec quelqu'un qui connaît très bien la loi, qui connaît la loi des États-Unis, qui a notamment développé un système de protection des lanceurs d'alerte, mais qui l'a suspendu à cause du Patriot Act dans certains domaines. Bon. Il a une très grosse fondation américaine qui est née en 1977, qui
qui s'appelle Government Accountability Project, très puissante, il y a des contre-pouvoirs très puissants, qui est très puissante et qui a déjà défendu depuis 1977 environ 5000 lanceurs d'alerte. Donc pourquoi ne s'est-il pas adressé, en plus le Congrès des États-Unis en 1778 a défendu 10 marins qui ont porté plainte contre leur commandant pour des cas de torture, en disant que ce commandant devait être destitué en pleine guerre d'indépendance, je veux dire. Donc ça veut dire qu'il n'a pas eu confiance dans le Congrès. Il n'a pas saisi la voie interne de signalement, il l'a essayé en interne, mais bon. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que c'est une nouvelle génération qui fonctionne différemment, qui saisit d'autres moyens, mais dans sa stratégie, dans la stratégie qu'il a choisie, il a clairement eu une méfiance contre le Congrès américain, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris une commission interne, il n'a pas signalé en interne. Pourquoi ? Et quand on lit aujourd'hui ce qui se passe effectivement dans le système des élections américaines et comment fonctionnent les lobbies et les pouvoirs, on se dit que le Congrès aujourd'hui des États-Unis n'est peut-être plus du tout celui qui a écrit cet article en 1778. D'où nouvelle génération, nouvelle stratégie. En plus, l'ampleur, même vis-à-vis de la fondation qui est maintenant le soutien américaine, l'ampleur de la révélation qui était tout à fait transnationale, l'ampleur du système qu'il dénonçait nécessitait peut-être cette stratégie. Enfin, je veux dire peut-être qu'il n'y en avait pas d'autres. Moi, je ne suis pas dans la tête de Snowden, mais on peut tous peser le fait que c'était très difficile et qu'effectivement, c'est un informaticien dans cette génération Internet. Donc sa stratégie est différente des lanceurs d'alerte qui l'ont précédé, qui venaient aussi de la NSA ou du renseignement, par exemple comme Drac, qui est un des premiers lanceurs d'alerte au sein du système, qui remonte toute la hiérarchie, etc. Bon. Donc le mode de fonctionnement est différent, mais ce qu'il signale est aussi tout à fait à une échelle extraordinaire. Bon. Son signalement change la donne, ça c'est clair. Son signalement a changé et va changer la donne, qu'il s'agisse des lanceurs d'alerte, de la prise de position. Bon. Si on prend un autre cas, moi je crois à la responsabilité individuelle. Et effectivement, le principe du lanceur d'alerte, si vous voulez, c'est le principe de la responsabilité et de la co-responsabilité et en fait du courage. Mais si vous prenez effectivement le fait d'Irène Frachon en France, elle utilise tout le système interne de vigilance, elle remonte toute la chaîne, elle saisit le ministère, elle mène une enquête pendant 5 ans parce qu'elle a un nombre de morts qui n'est pas normal dans son service et qu'elle dépouille les archives pour comprendre d'où viennent ces morts et elle trouve une molécule qui est proscrite dans le monde entier depuis 20 ans parce qu'on avait déjà vu des morts ailleurs et qui est dissimulée sous un autre nom chez nous et tolérée chez nous. Bon. Donc elle remonte la chaîne en signalant ça au système de pharmacovigilance, il ne se passe rien. Donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle publie un livre et elle choisit la voie médiatique. Et de ce fait, elle se met, d'une part, elle n'est pas lâchée par sa hiérarchie, l'hôpital la soutient, sa direction la soutient, elle ne perd pas son emploi, elle est soutenue par sa famille, comme elle le dit, je suis un des rares lanceurs d'alerte heureux, c'est-à-dire je n'ai pas tout perdu. Ceci dit, elle consulte quand même un avocat avant de publier son livre pour savoir si elle doit casser son contrat de mariage de façon à ce que toute sa famille ne perde pas tout si elle a une cascade de procès en diffamation. Donc je dirais que comme Snowden, elle pressent et elle prévoit tout ce qui peut lui arriver. Et elle voit un avocat, bon, elle publie un livre, etc. Donc, mais le Mediator va faire basculer et Irène Frachon, qui vient de 20 années de combat scientifique dont on a peu entendu parler. Je veux dire, n'oubliez pas que pour l'amiante, il y a des inspecteurs du travail qui ont été placardisés ou qui se sont trouvés dans des situations extrêmement difficiles. Je veux dire, il y a un certain nombre de gens anonymes qui ont pris des risques, qui ont signalé des choses et qui ont vécu des vies très difficiles. Bon. Donc Irène, elle arrive sur une vague qui se construit depuis une vingtaine d'années. Elle est remarquablement intelligente et brillante et charismatique et elle fait basculer l'opinion publique française. Je veux dire, en 2005, lorsque les dispositifs d'alerte doivent être mis en place, vous avez des journaux comme Libération qui publient « Métro, corbeau, dodo, le droit d'alerte ne passera pas à l'Atlantique ». Enfin, vous avez une espèce de rejet parce qu'on pense que c'est un système, on ne voit pas à quel point ça s'inscrit dans toute une histoire des droits de l'homme, on voit une espèce de
d'emprise américaine, des investisseurs américains et que sais-je, si vous voulez. Donc il y a ce réflexe français et on utilise beaucoup l'argument de Vichy et je trouve que c'est une extraordinaire hypocrisie parce que Vichy, c'est la dénonciation ou plutôt la délation anonyme par intérêt privé. On veut un avantage personnel, on veut récupérer l'appartement du juif d'à côté ou ses tableaux ou son argent, enfin je veux dire, où on veut se venger. Donc, je veux dire, le délateur, c'est quelqu'un qui dénonce une personne par intérêt privé et qui a un intérêt financier ou vengeance. Le lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui signale un fait d'intérêt général, pas une personne, mais un fait, une catastrophe, un risque, une menace, et qui n'en subit que des représailles. Donc vous avez d'un côté la lâcheté et de l'autre le courage. Mais encore une fois, c'est par ces personnes-là que la loi, effectivement, avance ou que des phénomènes se produisent. À dater de 2010, la société française, l'opinion de la société française va se renverser progressivement en faveur des lanceurs d'alerte. Il y a franchement un mouvement de bascule et on voit aussi plus de noms, plus de personnes, plus de visages émerger. Donc je pense que chacun d'entre nous a la possibilité effectivement de changer le monde modestement, chaque jour, à son échelle, et que ce serait une erreur de partir avec une attitude de cynisme total en pensant qu'on ne peut rien changer. Ce n'est pas vrai. Ce n'est franchement pas vrai. Je voudrais revenir sur le... Je vous en prie, je vous donne tout de suite. Mais donc pour répondre rapidement à votre question, Robin, oui, tout à fait, le documentaire est à décharge, mais la contextualisation ou l'explication de Madame Poitras était la suivante, c'est-à-dire que son documentaire sortait après dans un contexte où vous aviez la majorité du gouvernement et puis des grands médias américains qui dénonçaient Snowden comme un traître. Et finalement, elle souhaitait retrouver une forme d'équilibre. Elle ne cachait pas donc, son point de vue, le fait que, bien évidemment, elle était très clairement du côté de son sujet, mais parallèlement, elle estimait qu'elle le faisait avec objectivité, ou en tout cas une honnêteté intellectuelle que remarqueraient les gens. Et que finalement, pour avoir un point de vue opposé, il n'avait pas besoin d'elle, puisque, combien de personnes ont vu ce documentaire? Pas tant que ça, même s'il a été récompensé par un Oscar, alors que tout le monde, par ailleurs, aurait une idée, une image très négative d'Edward Snowden dans les médias américains, avec donc, un débat qui se poursuit encore aujourd'hui, à savoir si il est un héros ou un traître, et c'est ça qui était compliqué. Donc c'est là où vous avez finalement une première réponse à votre question. Et puis la deuxième réponse à votre question, qui est de savoir finalement, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie, et puis parallèlement, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité du gouvernement donc à gérer des intérêts variés d'une multitude de gens? La réponse est oui, il y a une forme d'hypocrisie, bien sûr. Mais parallèlement, il y a aussi une responsabilité dans une démocratie d'avoir des contre-pouvoirs et que justement il puisse y avoir des débats, c'est-à-dire des points de vue opposés. Et le point de vue finalement d'Edward Snowden et de Madame Poitras, et surtout d'Edward Snowden, si vous remarquez, c'est pas tant que son point de vue doit primer, mais qu'on doit être conscient du débat et qu'on doit pouvoir, en tant que société, choisir finalement ce que l'on souhaite, sur quoi on souhaite débattre et quelles sont les latitudes de nos libertés. Et il estime que les libertés, c'est toujours difficile de parler pour quelqu'un, mais il en a suffisamment dit pour dire que les libertés sont quelque chose de fragile et qui tient finalement à un équilibre des pouvoirs. Il est en ce sens très lié à Montesquieu et il estime que, et on le voit aussi dans l'illustration qu'en donne Madame Poitras au départ, on voit aussi que le gouvernement a tendance à pousser le système judiciaire américain à se mettre de côté et à laisser le pouvoir exécutif agir sans contre-pouvoir, et ça, il estime que c'est quelque chose de négatif. En cela, il s'intègre dans une pensée américaine très classique et en fait relativement conservatrice, d'une méfiance par rapport au gouvernement. Nous, en France, on a une pensée totalement différente, où on a plutôt tendance, en tant que Français, à voir le gouvernement comme quelque chose de plutôt positif, protecteur, paternel ou maternel. Et donc, à partir de là, on va avoir tendance à laisser aussi le gouvernement agir avec beaucoup moins
de vérification de notre part parce qu'on lui fait confiance et on fait confiance, disons, au système de manière générale. C'est moins le cas aux États-Unis, c'est ce qui explique aussi le point de vue de Snowden qui dit si on n'a pas très clairement finalement des contre-pouvoirs et des contre-pouvoirs évidents, il y a un problème. Et c'est ce problème qu'il souhaite dénoncer et que vous avez pu voir sur l'écran. Oui, je voulais rebondir justement. Effectivement, il s'agit le gouvernement est une minorité qui doit décider, si on peut dire, qui doit décider pour la majorité. C'est justement pour cela qu'il doit y avoir des contre-pouvoirs, certes, oui, qu'il doit y avoir un cadre précis qui donne mandat justement au gouvernement de faire usage de ses pouvoirs extrêmement poussés que lui donne son rôle de gouvernement. Et c'est là où trop souvent on voit des législations qui laissent une grande marge d'interprétation et une absence de contre-pouvoir, d'institutions qui prennent ce rôle-là. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Je repensais à l'instant à un autre documentaire qui reprend justement ce qui s'est passé aux États-Unis en 1971. Les révélations de documents du FBI ou un groupe, alors tu pourras me corriger, mais de militants qu'on n'appelait pas des lanceurs d'alerte à l'époque, mais ont cambriolé des documents des bureaux du FBI. Et ce qui en est ressorti, c'est que le travail de surveillance du FBI visait énormément des milieux militants, étudiants et autres. Et là encore, voilà. Absence de cadre, de contrôle peut donner des dérives. Ne donne pas systématiquement lieu à des dérives, mais peut donner. Et c'est justement le rôle d'une démocratie que d'instaurer les contre-pouvoirs nécessaires. On m'interpelle parfois en me disant « mais vous faites un procès d'intention au gouvernement, aux services de renseignement ». Non, on ne fait pas de procès d'intention. D'une part, on a d'un côté l'expérience de quelques dizaines d'années d'observation de ce qu'il se passe dans des systèmes où il n'y a pas de mécanisme de contrôle sur des pouvoirs extrêmement intrusifs. Et de l'autre côté, un principe de base qui est la présomption d'innocence par défaut du citoyen et le devoir de rendre compte des États qui effectivement disposent, et on peut l'entendre, de pouvoirs parfois extrêmement poussés au nom de la sécurité, mais qui doivent être capables d'en rendre compte. Quand je dis d'en rendre compte, il ne s'agit pas de rendre compte nécessairement publiquement sur chaque action des services de sécurité ou de renseignement, mais de pouvoir au moins avoir un cadre législatif qui encadre et des instances de contrôle indépendantes. Parce que oui, il s'agit, oui, le gouvernement et les États ont le devoir d'assurer notre sécurité, et c'est souvent en ce nom que sont prises des mesures de surveillance, mais pas seulement. Et on en parle malheureusement moins, mais je repense encore une fois au projet de loi renseignement qui a été adopté l'année dernière en France et qui met en place des techniques, légalise des techniques de renseignement assez intrusives pour, dans une recherche de sécurité qui permet d'utiliser ces mesures dans 7 objectifs, parmi lesquels évidemment la protection de la nation et de la sûreté nationale, mais également la protection des intérêts industriels, scientifiques, diplomatiques de la France. Alors pourquoi pas, mais dans le débat public, ça a été très peu présent, et on nous a beaucoup présenté ce projet de loi comme un projet de lutte contre le terrorisme. Est-ce qu'il est justifié de faire usage de mesures aussi intrusives dans un but de protection des intérêts industriels et économiques de la France? Je pense que c'est une question qui doit au moins pouvoir se débattre avec les éléments en main, ce qui n'a malheureusement pas été le cas. Ok, merci beaucoup. Je veux juste savoir s'il y a encore une question. Excusez-moi. C'est pour ça, pour revenir sur le cadre, en fait, on se bat depuis 2009 pour qu'il y ait, pour un triptyque, une loi globale et pas des segments contradictoires avec des injonctions paradoxales. Enfin, je veux dire, on se perd déjà dans nos 7 signalements.
Donc une loi globale cohérente, claire, avec des garanties claires. Une agence indépendante de traitement de l'alerte, ce qui se trouve dans d'autres pays, et une maison ou une fondation pour les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire le soutien et l'accompagnement des personnes. Et pour revenir sur le problème culturel, oui, aux États-Unis, vous avez quand même l'amendement, le premier amendement qui est pour lutter contre l'abus de pouvoir. Donc la tradition aux États-Unis, c'est quand même société civile contre gouvernement. Et c'est à l'arraché qu'ils obtiennent la protection des lanceurs d'alerte, chaque fois à la suite d'un immense scandale gouvernemental. Watergate, Babylon Alone, on a la première loi pour les agents publics américains. Vous avez des traditions différentes et c'est intéressant parce que le Royaume-Uni va avoir 400 morts à cause de 5 désastres, explosion d'une plateforme, déraillement d'un train, ça doit vous évoquer quelque chose actuellement, faillite d'une banque, sévices sur enfants. Enfin, en 5 ans, ils ont 400 morts et des scandales. Et chaque fois, les enquêtes révèlent que les gens ont eu peur de perdre leur emploi ou ont fait une alerte interne qui s'est perdue dans les sables du management médian ou supérieur. Donc, à la suite de ça, ils vont mettre 5 ans à travailler ensemble pour faire la première loi globale qui existe. 5 ans. Parlement, université, lanceurs d'alerte, syndicats, patronat, tout le monde ensemble. Donc, culturellement, ils vont mettre en place une loi très équilibrée, avec en plus une fondation qui est venue de la société civile en 93, donc avant même la loi, une fondation avec une ligne d'urgence pour les salariés en ligne. Mais cette fondation veille aussi à la loi et à la réévaluation ou l'adaptation de la loi tous les 5 ans. Donc oui, culturellement, et une chose qui me semble importante, autant le système américain qui s'est développé depuis 50 ans est assez lié à cause de la tradition du chasseur de primes à la rémunération, autant le modèle européen qui se met en place depuis 25 ans et que nous défendons aussi, refuse toute rémunération, puisqu'on est sur le concept d'intérêt général désintéressé. C'est aussi la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme depuis une dizaine d'années. Donc nous, ce qu'on veut, c'est effectivement un système de prévention en amont, de réparation intégrale en aval et de valorisation. Mais en aucun cas un système de rémunération qui ferait dériver la société vers d'autres dérives, vers d'autres difficultés. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui, mademoiselle. Bonjour mesdames, bonjour monsieur. J'ai pas vraiment une question, en fait c'est plutôt une réaction à ce que vous avez dit madame Mayer au début. Vous avez dit que les gens ont en général peur de parler, soit par peur de représailles, ou soit en pensant que c'est pas particulièrement utile et qu'il n'y aura pas de changement dans le fonctionnement ou dans la société, même s'ils révèlent les informations. Et sur ce point, je rejoins un peu Robin, parce que l'affaire de Snowden a fait énormément de bruit quand elle est sortie. Pendant quelques temps, ça a été en une des journaux, sur les chaînes télévisées. Et il y a une interview qu'il a faite avec John Oliver il y a un peu moins de 2 mois, où justement il parle des conséquences des révélations de Snowden. Et il explique que justement l'affaire s'est tue en quelque sorte, et que si on demande à n'importe qui dans la rue qui est Edward Snowden, la plupart des gens vont être incapables de répondre, vont dire c'est un type de Wikileaks ou c'est un traître à la nation américaine, et vont être incapables de dire ce qu'il a vraiment fait, et que finalement les gens se sont très rapidement désintéressés donc des révélations et des programmes de surveillance du gouvernement américain, et qu'ils ont essayé en fait par cette interview de relancer la question. Et pour ça, ce qui est un peu perturbant et presque un peu triste, c'est qu'ils ont utilisé une méthode en faisant appel aux jeunes et en parlant d'une certaine forme de photo, je ne sais pas comment apporter ça de façon très classe, mais du style de photo intime que les gens pourraient prendre et envoyer à d'autres gens et qui passerait par les programmes de surveillance. Et c'est vraiment ça qui fait réagir les gens aux problèmes que crée la surveillance des gouvernements. Et donc, et sur ce point-là, je rejoins un peu Robin, en disant que finalement, si sur le coup, il y a soit des manifestations, une espèce de mouvement contre ce genre de programme, contre ce qui est dénoncé dans les révélations des lanceurs d'alerte, on se rend compte que finalement, à la longue, il n'y a quasiment aucune vraie conséquence. Je ne suis pas d'accord, le combat n'est jamais fini. Ce serait une erreur de croire que parce qu'une personne révèle un scandale,
Je pense que la vie démocratique se construit chaque jour et grâce à chacun d'entre nous. Je veux dire, rien n'est jamais joué, rien n'est jamais gagné, rien n'est jamais fini. Le combat continue. Mais regardez le lanceur d'alerte Antoine Deltour, français, qui est actuellement en procès, à Luxembourg. Regardez le fait que la révélation par Cash Investigation, effectivement, du cas Deltour et de l'optimisation fiscale agressive, qui le met en danger d'être condamné à 18 mois de prison et 1 250 000 d'amende actuellement. Regardez que ça a fait que la Commission européenne s'est saisie des tax rulings, donc des rescrits fiscaux, et commence à les considérer comme des pratiques illégales. Regardez que de ce fait, les échanges deviennent automatiques. Regardez qu'il y a eu une commission européenne qui s'est formée, avec notamment 3 résolutions, et le fait qu'il va falloir que la Commission européenne se détermine pour une directive européenne. Autrement dit, simplement ce signalement et cette révélation, si vous voulez, d'Antoine Deltour avec le journaliste Perrin, fait on a eu la commission des tax rulings, 3 résolutions européennes, un projet de directive, une condamnation des pratiques, une prise de conscience globale des pays européens et des opinions européennes de ce qu'étaient ces rescrits fiscaux dont personne n'avait entendu parler, pour dire la vérité, et des milliards qui échappent aux impôts des pays. Donc, très franchement, tous ces signalements, toutes ces révélations ont des conséquences également publiques et législatives. Et je pense qu'il ne faut pas voir effectivement sur le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Oui, les choses avancent, et les choses avancent grâce à vous. Je voudrais compléter, si vous me permettez, très rapidement. Je suis d'accord avec vous, la situation actuelle, elle n'est pas satisfaisante par rapport à ce qu'elle était il y a 3 ans. Mais d'une part, savoir si les gens connaissent le nom de Snowden ou pas me paraît pas forcément le bon indicateur. Snowden l'explique assez bien dans le documentaire. La question, ça n'est pas lui, ça n'est pas sa situation, c'est bien les révélations et les questions de surveillance qu'il a voulu mettre à l'agenda des débats publics et citoyens à travers le monde. Alors, est-ce que sur ces questions-là, des choses ont avancé ? Pas partout, pas suffisamment, mais on a vu aux États-Unis une remise en question de certains programmes de surveillance. Je pense au programme de surveillance des communications téléphoniques concernant des citoyens des États-Unis qui a été stoppé, dû notamment au débat qui a eu lieu suite aux révélations de Snowden. Dire aussi que les révélations de Snowden, ça a été ce qu'on en a vu là, mais ça a été une mise à disposition de documents dont se sont saisis nombre de journalistes et d'organisations pour pouvoir documenter leur travail. Ce qui là est un travail plus à moyen, long terme, pour pouvoir argumenter, pour pouvoir corroborer leur plaidoyer sur les questions de surveillance. Je voudrais rappeler aussi qu'il y a eu l'an dernier, si je ne me trompe pas, la création d'un mécanisme spécial aux Nations Unies, un rapporteur spécial sur les questions de protection de la vie privée. Ça n'est pas anecdotique, ça n'est pas un mécanisme qui donne des résultats immédiats, ça n'est pas fait pour ça, mais c'est un message assez clair sur l'importance qui est donnée au niveau des instances internationales et des Nations Unies sur ces questions-là. Donc encore une fois, je voudrais relativiser un petit peu l'efficacité, si on peut dire, des révélations de Snowden et l'importance de leur contribution. Et puis oui, je partage un peu votre frustration parfois sur le niveau argumentaire pour démontrer l'importance de la vie privée, mais c'est bien là aussi tout l'enjeu, c'est que pour expliquer ce que c'est que la vie privée, parfois il faut en passer par des illustrations très concrètes, voire très intimes, parce que la vie privée, c'est pas quelque chose c'est pas un concept abstrait, c'est justement ce qui nous touche dans notre intimité. Donc pourquoi pas, parfois, en passer par des moyens un peu faciles, mais qui sont très utiles aussi. Donc je les renie pas et il m'arrive de les utiliser. Alors, madame. Oui, bonjour. Audrey Berthéas, je suis une habitante du quartier. Il se trouve, anecdotiquement, que j'ai pris du Mediator pendant un certain temps de ma vie. Que par chance je n'en ai aucune séquelle. Néanmoins, vous avez parlé, donc ma question s'adresse, merci pour votre présence, s'adresse à Madame Meyer. Vous avez parlé, il me semble, en début de discussion
vous étiez très positif sur une loi qui est passée au niveau européen, que vous avez dit être une loi progressive sur la protection des lanceurs d'alerte. Il y a quelque chose qui me dérange, dans le sens où il me semble qu'en avril 2016 est passée une loi sur le secret des affaires, qui fait que, dans ce cadre-là, je me demande si Irène Frachon, aujourd'hui, avec cette nouvelle loi, pourrait mener ce combat jusqu'au bout, et justement mettre à jour ce type de scandale qui touche la population de près et dans sa chair. Pour le moment, ceux qui sont vraiment très progressistes, c'est le Conseil de l'Europe, c'est donc du droit souple, si vous voulez, c'est des recommandations et des résolutions qui n'ont pas une force contraignante, mais que tout le monde prend quand même en compte, que ce soit les avocats, les juges. Le Parlement européen s'est saisi du problème et le Parlement européen travaille effectivement maintenant pour un projet de directive. Alors, le problème, c'est que la directive secret des affaires est allée plus vite, a commencé 3 ans avant l'idée de la directive pour la protection des lanceurs d'alerte par le Parlement. Donc là, autant le Conseil de l'Europe, vous voyez, le Conseil de l'Europe a commencé à travailler en 2009, le Parlement a commencé à travailler sur ce sujet en 2015. La directive secret des affaires, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est bloquée dans son application aujourd'hui. Alors, le problème, nous avons lutté avec également un collectif d'ONG et au niveau européen contre la directive secret des affaires parce que la définition, pas pour l'idée, on peut comprendre qu'il faille protéger des intérêts économiques et au niveau européen, ça c'est très clair. Mais la définition du secret est maximaliste. C'est ça qui est très dangereux. Il faudra 10 ans de procédure pour savoir ce qu'on met dedans, parce qu'actuellement, c'est tellement large que tout va prendre dedans, dont les tests cliniques. Donc, comment fait-on pour avoir les tests cliniques en cas de danger si effectivement quelqu'un meurt? Donc, oui, bien sûr, c'est très grave. Donc, définition maximaliste, définition du lanceur d'alerte, donc, de l'autre côté, minimaliste, puisque c'était faute professionnelle, autre faute, qu'est-ce que c'est juridiquement déjà, ou activité illégale. Et donc, on pouvait les dire que n'était protégé que le signalement des violations de la loi et des règlements professionnels, si vous voulez, ce qui est la préhistoire du droit d'alerte, puisque depuis, je dirais, 78, on protège au moins les violations de la loi, les risques santé, environnement, sécurité. Les Américains protègent depuis 78, en théorie, les malversations et la dilapidation des fonds publics. Donc vous pouvez avoir de 5 à 19 signalements protégés. Donc cette définition de la directive est relativement grave. Mais l'application et même la directive pourraient être remises en cause parce que la traduction, notamment française et les autres, sont erronées. Donc la directive votée le 14 avril est actuellement en station parce que personne ne sait traduire wrongdoing, qui est dans la définition du lanceur d'alerte. Donc nous avons un certain nombre d'espoirs. Merci, je pense qu'on va prendre la dernière question. Oui, alors moi c'est pas autant une question, c'était plutôt pour réagir déjà par rapport à ce qui a été dit sur le manque de réaction de la part de l'opinion publique. Moi je trouve qu'on mésestime assez le pouvoir du déni, qui est plus fort lorsqu'il s'adresse sur une plus large, la population en question est visée, parce que effectivement dans cette pièce, chacun d'entre nous, nos communications, en tout cas les métadonnées, à chaque fois qu'on va quelque part, qu'on s'enregistre, qu'on fait un paiement par carte bancaire, qu'on prend le métro, etc., c'était bien expliqué dans le reportage, tout ça c'est enregistré dans un centre de données quelque part, et je pense que oui, c'est le déni, quoi. C'est-à-dire qu'on parvient à oublier la question et à la prendre comme un autre débat public quelconque, alors qu'en fait c'est quelque chose de très central dans nos vies. Je voudrais aussi revenir sur... tout à l'heure, vous aviez parlé de présomption d'innocence, mais sur les agences de renseignement, sur la collecte de données, c'est vraiment pas une question qui les intéresse, parce que innocent ou pas, en rapport ou pas avec un individu, vous représentez une source de données dont ils peuvent se servir pour, de toute manière, apprendre, déceler des patterns ou des manières de fonctionnement. Donc on arrive à un point où, que vous soyez innocent ou pas, vous représentez de toute manière, dans votre intimité ou non, dans vos déplacements, qu'ils soient publics ou non, une source d'information qui va leur permettre d'en savoir plus, à la fois sur vous, mais également sur tout le monde. C'est-à-dire que plus ils ont d'informations sur une grande quantité de personnes, plus ils arrivent, sur des cas précis, à tirer une essence qui soit de plus en plus significante. Et à mon avis, c'est bien là où est le problème, c'est que elles n'ont pas de justification, parce que ces agences, pour elles, il n'y a pas de justification. Il faut juste contrôler le plus de données possible.
c'est le problème qu'on a vu avec les Yes Committees, c'est que ça va être dur de s'orienter vers un nouveau système parce que lorsque des agences de renseignement qui ont un tel pouvoir sur le Congrès, etc., il faut rappeler aussi que l'Internet n'a pas de frontières, hein, donc elles espionnent aussi bien les citoyens français que kurdes qu'américains. Lorsque des centaines de milliards de dollars sont investis chaque année, moi je vois mal comment, malgré un contrôle accru, c'est pas pour être pessimiste, mais je vois mal comment on peut sortir de cette situation, quoi. Oui, je crois que je suis assez d'accord avec vous. Quand je parlais de présomption d'innocence, je cherchais malheureusement pas à convaincre les services de renseignement, mais c'est bien chacun d'entre nous de se rappeler que c'est un concept qui a son importance et qui a son importance au quotidien et qui est malheureusement trop souvent mis à mal, et pas seulement sur les questions de surveillance, hein, les questions de... on le voit actuellement, il y a des questions de justice préventive qui mettent vraiment à mal ce principe-là de la présomption d'innocence. Et je vais revenir simplement sur le sujet du chiffrement, qui est aussi un moyen assez pragmatique. On entend souvent, si vous chiffrez vos communications, c'est que vous avez quelque chose à cacher. Non, si on chiffre ses communications, c'est qu'on a envie d'avoir une vie privée. Point. Alors remarquez que c'est un très bon commentaire de conclusion. L'une des choses que nous avons vues aujourd'hui, c'est justement les rapports de la société civile par rapport au gouvernement et la question du contrôle et des contre-pouvoirs par rapport à un gouvernement qui, normalement, dans un système démocratique, nous représente. Et donc, à partir de là, il y a effectivement une volonté, une capacité de pouvoir interagir. Mais comme vous le soulignez, peut-être que le débat de demain, il n'est pas tant lié au gouvernement, même si, bien évidemment, c'est un débat qui se poursuit, mais en fait, aux sociétés donc économiques qui encadrent et soutiennent et développent les nouvelles technologies sur lesquelles nous n'avons que très peu en fait d'impact démocratique. Et c'est vrai que là-dessus, en guise de conclusion, je vais vous citer une boutade, on va dire, du président de Roland Berger Strategy Consultant, qui est un grand groupe de consultants stratégiques pour les nouvelles technologies et qui s'appelle donc Charles-Édouard Bouet, et qui disait en 2014, en Chine, on considère déjà les États-Unis comme la puissance dominante d'hier et Google comme la puissance dominante de demain. Et c'est vrai que par ce que vous faites et par ce que vous cliquez en ligne, vous donnez, et vous avez raison de le souligner, une multitude d'accès et d'informations à des gens qui ensuite les utiliseront pour votre bien, et vous pouvez lire Frédéric Martel pour ça, ou bien alors donc contre vous, et vous pouvez lire Marc Duguin et Labbé là-dessus, et vous aurez effectivement une idée assez nette du débat qui a lieu et auquel je vous remercie d'avoir participé. Merci beaucoup de votre venue et de votre participation. Bien évidemment, vous pouvez venir continuer cette table ronde, mais de manière plus intime justement et plus privée après donc vos applaudissements pour nos invités.